Dans cette vidéo, nous allons construire donc pour la première fois l'application web, typiquement donc en découvrant l'API Servlet. L'API Servlet va être au cœur de la construction de l'application web J2E, puisque même si vous n'utilisez pas directement des servlets, vous allez utiliser des technologies qui indirectement mettent en œuvre les servlets. Alors ce que fait un servlet, nous allons d'abord effectivement en reparler, puis nous allons montrer comment créer une classe servlet, donc quelque chose de très simple et de totalement basé sur Java. Nous allons donner un exemple d'application qui pourrait être réalisée avec un servlet. Nous allons ensuite évoquer quelques classes qui sont au cœur de cette API. La classe HTTP Servlet, la classe dont vous allez hériter pour créer votre propre servlet. La classe Servlet Context, qui, comme son nom l'indique, est le contexte d'exécution du servlet, ce qui vous permet typiquement de manipuler ce que d'autres appelleraient une application. La classe HTTP Session, donc cette classe de session, représente la session de connexion d'un navigateur. Ça va vous permettre, donc cette classe va vous permettre de suivre un utilisateur au fil du temps. La classe, donc enfin RequestDispatcher, qui vous permet de régler les problématiques de navigation. Effectivement, typiquement, l'utilisateur navigue à travers ces différentes pages, et donc RequestDispatcher vous permet de régler les forwards et les includes que l'utilisateur va subir à travers l'application. Ce que fait d'abord un servlet. Donc un servlet, typiquement, est exécuté dans le conteneur web. Le servlet est une classe en Java, il va donc être instancié et ensuite il va suivre un cycle de vie entièrement géré par le conteneur web. Le servlet, typiquement, est une application Java qui doit examiner les paramètres en entrée, produire un résultat en interrogeant éventuellement son environnement. Les paramètres en entrée et toutes les informations en entrée, c'est l'objet de requête qu'il va le fournir. Autrement dit, les méthodes de servlet possèdent des entrées, des paramètres en entrée qu'on appellera des requêtes. On va déterminer par exemple le type de contenu attendu par le client. On pourra aussi récupérer bien entendu des paramètres. Ensuite, il faut évidemment que le servlet s'exécutant récupère les informations à retourner. Donc là, le servlet est différent en termes de fonctionnement. Je veux dire, d'une page HTML dans la mesure où la page HTML ne fait que retourner ce qu'elle contient. Là, le servlet donc mouline en quelque sorte pour récupérer des informations. Puis le servlet va positionner les informations dans tête de retour, donc par exemple les types de ce qu'il retourne et les informations que le client est en droit d'attendre. Puis évidemment on écrit les données qui sont attendues par le client, donc des données texte ou des données binaires, des données texte donc par exemple du HTML ou des données binaires par exemple des images. Donc ça, c'est ce que doit faire un servlet. À ce titre, un servlet, dans certaines technologies, serait remplacé par des scripts. Comment créer un servlet? Eh bien, il suffira de dériver la classe Java X Servlet HTTP Servlet. Autrement dit, la classe HTTP Servlet. Dérivant cette classe, vous allez trouver donc plusieurs méthodes qu'il vous est possible de de redéfinir. Donc la méthode de service, bien entendu, qui elle est une méthode un peu globale et qui couvre tous les types d'accès. Et ensuite, vous trouverez une méthode par méthode HTTP. Donc le protocole HTTP est un protocole qui joue à partir des méthodes GET. Donc là, typiquement utilisé pour récupérer une information. POST, qui est utilisé dans la même idée, mais qui est normalement accompagné d'informations typiquement liées à un formulaire. Head, c'est juste la gestion du header. Put, c'est un peu comme post, mais éventuellement utilisé différemment. Trace, c'est juste pareil une trace. Et options, ce sont les options supportées par le protocole et le serveur. Donc essentiellement, les méthodes que vous allez venir redéfinir, ça va être doGet, doPost. Ce sont les deux méthodes que vous allez trouver dans votre classe de servlet. Ensuite, enfin essentiellement. Ensuite, les méthodes doGet, doPost et compagnie vont être équipées de deux paramètres. Un paramètre de requête, un paramètre de réponse.
Le paramètre de requête contient toutes les informations sur la requête. Le paramètre de réponse contiendra toutes les informations que vous voulez retourner au navigateur. Le paramètre de requête va être un objet de type HTTP Servlet Request et vous allez devoir écrire sur des flux ouverts sur le HTTP Servlet Response. Donc c'est une logique tout à fait applicative. Vous avez des paramètres en entrée, paramètres en sortie et vous travaillez donc sur ces différents paramètres. L'outil NetBeans, par exemple, va générer le squelette en fait de ces méthodes et vous n'aurez plus qu'à compléter. Exemple d'application d'un servlet, on a ici donc codé une méthode doGet avec un exemple de code qui correspond donc au retour d'une photo en fonction du nom de la photo donnée par l'utilisateur. Alors vous remarquez d'abord dans les premières lignes une public class affiche photo servlet extends HTTP servlet. Là on est devant un héritage Java. La classe affiche photo servlet, c'est mon servlet à moi et elle hérite apparemment de HTTP servlet. On a annoté cette classe @webservlet en donnant un nom à ce servlet et surtout un URL. Le fait de donner une URL fait que l'utilisateur final va pouvoir donc en utilisant ce nom d'URL, donc typiquement avec un URL complet du genre protocole HTTP, nom du serveur, / affiche photo servlet, et le affiche photo servlet va être mappé sur cette classe de affiche photo servlet. Quand le navigateur va faire la requête, on va déclencher la méthode do quelque chose en fonction de la méthode de requête utilisée par le navigateur. Si il s'agit d'une méthode get, la méthode doGet va être déclenchée automatiquement et donc vous êtes venu coder cette méthode doGet pour répondre à l'appel. Cette méthode doGet va prendre donc deux paramètres comme on le disait tout à l'heure. Premier paramètre, c'est l'objet de requête. Cet objet de requête représente l'ensemble des paramètres, l'ensemble des informations sur la requête, y compris par exemple les informations du genre quel est le client et qu'est-ce qu'il attend comme retour. Il y a des clients qui préféreront ou qui attendront plutôt des retours en type texte ou en type image ou en type image JPEG, etc. Sur l'objet, le deuxième objet fourni en paramètre à doGet, vous êtes devant une réponse, c'est-à-dire que cet objet-là représente tous les flux en sortie, flux binaire, flux texte. Ensuite, le corps de la méthode doGet, ici, donc évidemment c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? Première ligne, string index str égale request get parameter. Ici, je récupère un paramètre sur la requête. La requête, apparemment, sera accompagnée d'un paramètre qui portera le nom de photo. Donc, sur une méthode HTTP GET, typiquement l'URL va se terminer de la façon suivante, / affiche photo servlet, point d'interrogation, photo égale, et là, j'ai le nom de ou plutôt le numéro d'ailleurs, de ma photo. Alors c'est un numéro, c'est un numérique donc qui va être passé. Alors on pourrait s'attendre à ce que le getParameter fasse le cast en numérique directement, mais pas du tout. En fait, getParameter retourne systématiquement des strings. C'est au développeur de parser cette chaîne de caractères avec quelques précautions, integer.parseInt, et vous récupérez le numéro. Donc photo égale 4, vous allez récupérer un index, qui vaudra 4. Ensuite, ce qui a été fait, c'est qu'on a positionné sur la réponse le content type à image JPEG. Ça, c'est fait de façon à ce que le navigateur, quand il va récupérer le flux, eh bien, va savoir quel est le visualiseur à activer pour pouvoir visualiser donc un JPEG. Ensuite, le bloc try, un try with resource à la Java, c'est-à-dire que on va récupérer le flux en sortie, output stream sortie, grâce à getOutputStream qu'on obtient sur l'objet de réponse, mais que le close de ce flux sera réalisé à la fin du try, quoi qu'il arrive, traitement normal ou traitement avec exception. Ensuite, dans ce try, ce que je fais, une fois que j'ai ma sortie, c'est que je vais faire un sortie.write, comme vous le voyez dans la boucle, mais avec des données que j'aurai récupérées d'une photo que j'ai récupérée sur une classe album photo. Alors en fait, album photo, typiquement dans ce genre de code, est géré comme un singleton. Bon là, il ne faut pas y voir un code très original et spécifique au servlet. Album photo.getAlbum photo. En fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on récupère l'album photo
correspondant à l'application. Et sur cet album photo, je récupère des données de photos. Apparemment, c'est tout ce que je fais. Ce qui est intéressant et spécifique au servlet, c'est l'utilisation d'un servlet context. Je fais un request.getServletContext pour obtenir le contexte d'exécution de mon servlet. Autrement dit, j'accède à la notion d'application dans lesquelles les différents servlets s'exécutent. Et sortie.write, eh bien, c'est l'écriture des données de la photo directement sur mon flux de sortie. La classe HTTP Servlet que j'ai utilisée dans l'exemple précédent, vous la trouvez dans le package JavaX Servlet HTTP. C'est la classe mère des servlets utilisant le protocole HTTP. Il y a des possibilités d'instances multiples, il faudra donc vraisemblablement que votre code soit thread safe. C'est-à-dire que le code de votre servlet peut être exécuté simultanément par plusieurs liens d'exécution. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'un servlet, ça suit un cycle de vie très spécifique. D'abord, ce servlet va être instancié par le conteneur de servlet. Avant de pouvoir répondre à une requête HTTP, le servlet va être instancié. Puis, on verra la méthode init d'appeler, et init reçoit en paramètre servletConfig. Donc là, en fait, ce que l'on va faire, c'est placer des activités longues, nécessaires au traitement des requêtes, comme des ouvertures de connexion. Et dans cette méthode init, donc une fois réalisée, permettra en fait au servlet d'être actif et de répondre aux sollicitations des navigateurs. Puis les méthodes doXXX vont être appelées. Si la méthode HTTP utilisée c'est get, c'est doGet. Si la méthode HTTP c'est post, c'est doPost, etc., etc. Typiquement, pour une application normale web, doGet, doPost sont les deux méthodes essentielles à réaliser. Éventuellement, même vous trouverez des cas de figure où doGet et doPost rappellent la même méthode, du genre fait le process, et cette méthode est commune au get et post. Enfin, donc, on aura une méthode destroy qui est appelée. Donc, cette méthode destroy est en quelque sorte un destructeur déterministe qui a été recréé sur le servlet là où le Java ne connaît pas. Et donc l'idée là, c'est de nettoyer les ressources coûteuses, comme par exemple la fermeture de la connexion que vous aviez obtenue à l'initialisation du servlet. Une fois que cette instance est nettoyée, eh bien en fait, cette instance ne sera plus réutilisée par le conteneur de servlet. La classe servletContext est une autre classe importante dans notre API. Donc c'est une classe que vous trouverez dans le package JavaX Servlet. Donc vous apprécierez qu'on n'a pas de référence à HTTP ici. Typiquement, donc chaque application web a une unique instance de cette classe. C'est pas vous qui la créez, c'est créé par le serveur. Le fait qu'une application web, c'est-à-dire l'ensemble des servlets de votre application, ait une unique instance de cette classe, veut dire que les informations portées par le servletContext, ou bien simplement la référence à ce servletContext, peut servir pour parler de variables globales à l'application. Alors bien entendu, le mot global est un mot tabou dans le monde de l'objet, donc en Java, on évite grandement ce genre de vocabulaire, mais pourtant c'est bien ce que ça fait. Typiquement, ça va permettre à un servlet d'obtenir de l'information sur son environnement, comme par exemple les versions de l'API servlet supportées, les chemins d'accès à l'application, etc., etc. Bon, pourquoi pas, c'est un petit côté très technique. Par contre, deuxième chose que va vous permettre d'obtenir ce servletContext, c'est le fait d'avoir des variables raccrochées au niveau de l'application. Quand vous écrivez par exemple mon petit contexte.getAttribute en donnant une clé en paramètre, vous récupérez la valeur d'une variable qui correspond à cette clé. Quand vous faites enumeration string les att égale mon contexte.getAttributeNames, vous récupérez l'ensemble des clés disponibles dans cette application. Vous pouvez faire des removes, vous pouvez positionner des valeurs en face de la clé. Donc là, typiquement, vous êtes devant une espèce de map, une espèce de tableau associatif qui vous permet d'associer clés et valeurs au niveau de l'application. L'usage qu'on en a eu dans l'exemple précédent, c'était de faire en sorte que toutes les instances de servlet, voire même tous les servlets, pourront partager les mêmes informations à partir donc de ce servletContext qui est de niveau application. À un niveau plus fin, nous avons la session. Alors pourquoi je dis niveau plus fin? Parce qu'en fait, il s'agit ici de gérer la connexion d'un navigateur.
Si vous utilisez directement le protocole HTTP, vous constatez très rapidement que ce protocole n'est pas connecté. Et donc, si vous avez un utilisateur à suivre, eh bien, c'est tout simplement impossible. Donc, le serveur, par un moyen quelconque qui ne m'intéresse pas en tant que développeur Java, le serveur va maintenir la notion de session. Et je peux récupérer cette session avec l'appel de getSession sur request. Une session, évidemment, a une durée limitée dans le temps, elle peut devenir donc invalide. Vous pouvez l'invalider vous-même. Vous pouvez savoir combien de temps la session va durer. Typiquement, les serveurs font durer une session en général 30 minutes. C'est une durée maximum. Les sessions vont être maintenues par le conteneur, par des cookies, en réécrivant les liens. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir récupérer cette information de session, car pour chaque session, je peux associer des valeurs. Comme on avait une map sur l'application, on a une map sur les sessions. Vous avez dans le deuxième bloc de code des exemples de manipulation de ces attributs, entre guillemets, qui sont en réalité des valeurs associées à des clés. Ce qui veut dire que si vous stockez par exemple un objet user en face du nom chaîne de caractères, par exemple user, eh bien cet utilisateur, ces données d'utilisateur, vous pouvez les récupérer tout au long du traitement par un navigateur de sa session. La session, elle commence lorsqu'un navigateur se connecte et elle termine lorsque le navigateur se déconnecte. Ou alors dans les limites évidemment de la durée maximum, ou alors parce que vous avez volontairement invalidé la session. Mais donc typiquement si vous voulez gérer un panier marchand, il faut utiliser la notion de session. Enfin, la classe requestDispatcher est une classe très intéressante pour gérer la navigation entre vos différentes pages. Alors requestDispatcher, c'est une classe que vous trouvez dans le package JavaX Servlet. C'est une classe qui typiquement vous propose deux méthodes, forward, include. La différence entre le forward et l'include, c'est que quand vous faites un forward, en fait, c'est la nouvelle requête, en fait, en quelque sorte, la nouvelle ressource qui va entièrement écrire la réponse vers le navigateur. Donc par exemple, avant un forward, vous ne commencez pas à écrire dans le flux. Pas la peine de récupérer le flux en sortie sur la réponse pour commencer à écrire. Par contre, un include, l'include va compléter ce que vous avez commencé à écrire. Donc le forward typiquement est utilisé pour faire naviguer l'utilisateur entre différentes pages ou entre différents servlets de l'application. L'include va servir à compléter la page avec des trailers ou alors des en-têtes au niveau des pages HTML qui sont renvoyées au navigateur. Donc les deux méthodes s'appellent forward et include en passant en paramètres requête et réponse. Vous pouvez, vous devez travailler d'abord pour récupérer le requestDispatcher. Pour récupérer le requestDispatcher, vous appelez mon petit contexte get.getRequestDispatcher et vous récupérez votre requestDispatcher qui vous sert à gérer les forwards et les includes. Il ne vous échappe pas que très rapidement, avec ce petit jeu d'include et de forward, vous allez vous retrouver, potentiellement bien entendu, mais enfin c'est ce qu'on observe, avec un beau plat de nouilles, dans la mesure où les forwards font que les servlets s'appellent en gros les uns les autres. Avec NetBeans, je viens créer donc un nouveau projet. Quand je crée un projet web. File, New Project, et je viens créer un projet web, Web Application. Next, etc. J'obtiens donc ce projet qui va s'appeler pour cette vidéo le FR3020202 et vous voyez qu'il y a un certain nombre de nœuds, Web Pages, Source Packages, Libraries, Configuration Files. Dans les Web Pages, vous allez trouver les pages web, bravo. En l'occurrence, il vous génère juste un fichier HTML. Pour l'instant, nous n'irons pas plus loin au niveau du HTML. Nous ne nous intéressons pas au contenu HTML. Le Web 1 fait la description de votre application web. Deuxième nœud, c'est le Source Packages. Alors dans Source Packages, je suis venu créer une classe Servlet. Pour créer une classe Servlet, vous allez donc venir ici activer, vous cherchez Servlet. Quand il vous crée un Servlet, il va vous créer, comme cette classe-là, une classe qui hérite de HTTP Servlet.
Cette classe qui hérite de HTTP Servlet, vous pouvez l'accompagner des annotations Web Servlet qui permet de faire le mapping entre l'URL et le nom du servlet. Ces annotations que j'ai utilisées ici peuvent être remplacées et ou complétées par le remplissage d'un fichier de description Web XML dans lequel vous venez donc faire le mapping, mais dans une logique plus XML, plus description. A priori, donc, il m'a déjà généré un bout de code qui s'appelle ici process request. Comme on le voit ici, que fait ce process request? Eh bien, il prend le getWriter sur la réponse, donc il ouvre un flux texte sur la réponse. Sur la réponse, vous avez deux flux possibles, getWriter, getOutputStream. GetWriter vous donne un flux texte, getOutputStream vous ouvrirez un flux binaire. Et ensuite, on fait comme d'habitude en Java, écriture sur ce flux. Vous appréciez que ce qui est écrit ici ressemble furieusement à des balises HTML. Eh bien oui, tout à fait. En fait, typiquement, ça c'est un code typique du servlet. Le code typique du servlet, c'est de retourner du HTML dans des println faits en Java. Alors vous avez tout à fait le droit de considérer que c'est quand même extrêmement pénible d'écrire du HTML dans du Java. Parce que là, évidemment, on a juste du HTML, un en-tête et un corps. Mais vous imaginez ce que ça va se donner lorsque on va vouloir avoir des pages un peu plus compliquées. Alors cette méthode processRequest, je n'en avais pas parlé, tout simplement parce qu'elle n'existe pas dans l'API. En fait, c'est une facilité utilisée par NetBeans. Quand je vais maintenant déployer cette deuxième partie ici, je trouve mes méthodes doGet, doPost, et ces méthodes-là, en fait, en réalité, ce sont ces méthodes-là, en fait, qui sont activées lorsque vous faites une requête à votre servlet. Lorsque je vais faire une requête à mon servlet, doGet, je vais me retrouver avec ici effectivement le paramètre en entrée, la requête, le paramètre en réponse, et je vais travailler avec requête et réponse. Mais comme apparemment ici par défaut, NetBeans considère que doGet et doPost doivent être implémentés de la même façon, eh bien je vais venir appeler ces méthodes processRequest, et ce que l'on a décrit tout à l'heure dans les slides sur la génération du HTML à partir du servlet, vous le retrouvez dans cette méthode processRequest. Bien entendu, cette classe, j'en ai pas parlé, mais cette classe de servlet, vous l'avez placée dans un package qui vous est propre. Bien entendu, il est interdit de déployer des classes, d'essayer de déployer des classes sans package. Les autres nœuds du projet sont les librairies que vous utilisez et les fichiers de configuration. Pour l'instant, je passe dessus. Elles ne m'intéressent pas spécialement. Alors, ce que nous avons couvert dans cette vidéo, nous avons démontré ce que fait un servlet et nous avons montré comment le créer. Donc, a priori, quelque chose d'extrêmement simple. Nous avons donné un exemple d'application en implémentant une méthode doGet. Nous avons vu comment créer ce servlet sous NetBeans. Extrêmement simple aussi, création d'une application Java web et écriture, donc cette classe servlet. Dans l'API servlet, nous avons 4 classes extrêmement importantes que nous retrouverons tout au long de notre discours, alors sur les servlets et sur les technologies qui utilisent les servlets, JSF en particulier. HTTP servlet, évidemment, c'est la classe dont il faut dériver pour créer un servlet en mode HTTP. Il existe aussi des servlets non HTTP, enfin qu'on n'utilise pas a priori. Ensuite, la classe servlet context qui représente en gros l'application, c'est-à-dire l'ensemble, ça donne un contexte en fait d'exécution de l'ensemble des servlets pour une application donnée. La classe HTTP session qui représente donc la connexion du navigateur et le suivi de ce navigateur à travers les différents appels. Donc là, typiquement utile pour gérer tout ce qui est connexion d'un utilisateur, panier marchand, etc. Et enfin, la classe requestDispatcher qui est très utile pour gérer la navigation dans l'application, donc passage d'un servlet à l'autre, etc., etc.